Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine, faut-il fuir les USA? Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif. Vous pouvez bien entendu me retrouver sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent sur cet écran et bien entendu, pensez bien à activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo sur YouTube. Pour celles et ceux bien sûr qui veulent se former, vous avez tout sur le site du podcast de la bourse.fr, un espace membre, espace de formation gratuit et bien sûr pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez nos programmes d'accompagnement MTT Trading pour les plus on va dire férus d'entre vous et pour celles et ceux qui veulent aller à l'essentiel, vous avez également le programme MTT Découverte qui vous donne accès à l'essentiel des marchés. Je remercie chaleureusement les partenaires qui m'accompagnent au travers de tous mes contenus proposés gratuitement. On va avoir un mois assez costaud d'ailleurs, assez chargé en termes de contenu. Il y aura bien sûr la lettre mensuelle de la newsletter qui sera là, avec bien entendu tous les professionnels de l'investissement qui seront là, et d'ailleurs il y aura également Green Living sur la partie immobilier, et Green Living, nous avons réalisé une vidéo qui sortira normalement la semaine prochaine, je crois le 7 mai. Investir en immobilier en 2025, est-ce que c'est une opportunité ou une grave erreur? Une vidéo, je pense, qui va vous plaire dans les locaux de Green Living, à côté, à Montpellier. Donc vraiment, je pense une émission qui est hyper intéressante, hyper enrichissante, alors qu'on soit investisseur immobilier ou pas, hein, d'ailleurs. Je pense que voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous intéresser. Nous en reparlerons bien évidemment un petit peu plus tard. Donc on passe au programme de cette vidéo. Voilà, USA effondrement annoncé, point d'interrogation. Le point d'interrogation a tout son sens, bien entendu, puisque je vais répondre de manière assez claire et en m'appuyant sur un certain nombre d'éléments sur le fait, voilà, est-ce que effectivement on va vivre l'effondrement des États-Unis comme apparemment beaucoup l'annoncent, et puis bien sûr, hein, une fois qu'on aura passé la partie éco, macro, puis la question de la semaine, qui est une question super intéressante d'ailleurs, où j'ai appris pas mal de choses, et bien après on passera bien sûr à la partie marché, avec l'analyse du CAC, l'analyse du CAC Small, on parlera de Total Energy, de Airbus, Kering, LVMH, Stellantis, Société Générale, The Blockchain Group, Danone Eiffage, Alten, ST Microélectronique, Française des Jeux, Biomérieux, Carrefour, Air France Esso, Basic Fit, Carbios. On parlera également en Belgique de Lotus Bakery, Capgemini, Edenred, Reworld, Aéroport de Paris, on fait le point, Equasens, chez Environnement, Bonduel, Adocia, on partira aux États-Unis avec 3M, Microsoft Digital Turbine, Alibaba, c'est chinois, mais on regarde dans la cotation américaine, Walmart, Cisco et Nvidia. On parlera bien entendu du titre à suivre et on présentera, comme d'habitude, le screener Trend Following. Je tiens chaleureusement, encore une fois, comme d'habitude, à vous remercier pour vos nombreux soutiens. Hyper important. C'est vrai que vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de créations de ma part ces dernières semaines. Il y en a encore beaucoup, je vous ai dit, hein, il y a différentes vidéos qui vont arriver, une sur l'immobilier, une sur l'ouverture d'un compte chez ProRealTime. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent également. Il y aura également une vidéo exceptionnelle qu'on a tournée là ces derniers jours à Paris sur l'investissement, assurance vie, gestion de patrimoine au Luxembourg. Je sais que c'est un gros sujet et on a reçu voilà un professionnel qui travaille au Luxembourg, donc ça a été exceptionnel. Voilà, tout ceci devrait arriver normalement dans les prochaines semaines, très rapidement. Et puis bien sûr, quelle incroyable surprise sur le challenge sport, puisque nous sommes 386 membres à avoir pris le départ, 386 personnes à avoir pris le départ sur le challenge 30 jours de sport. C'est absolument incroyable. Alors,
Pour tout vous dire, hein, au départ, j'étais pas forcément, enfin, j'étais convaincu, mais disons que toutes les personnes avec qui j'échangeais me disaient, euh, ça marchera pas, ce sera pas possible, tu verras, les gens sont plus motivés comme avant, même si oui, parfois on peut, même si les gens potentiellement, voilà, t'apprécient, etc. Il est peu probable qu'il y ait du monde qui s'inscrive et qui s'engage à faire 30 jours d'activité physique pendant tout le mois de mai. Et comme d'habitude, je dirais, vous avez été au rendez-vous. Et il y a même des gens encore qui m'écrivent aujourd'hui pour me dire comment on fait pour rejoindre le challenge. J'ai pas vu l'inscription passer et j'aimerais le rejoindre. C'est assez incroyable ce qui s'est passé hier sur ce premier jour. Il y a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de tweets de vous en train de faire du sport ou voilà en train de photographier l'activité physique que vous faisiez. Moi-même, je l'ai fait également. C'est absolument incroyable l'enthousiasme autour de ce défi fou. C'est un défi personnel puisque effectivement, on est seul hein, quelque part parfois à faire du sport et c'est un engagement qui nous est propre. Mais là, pour le coup, on est tous ensemble. Et c'est merveilleux, voilà, de se réunir, voilà, sortir un peu du contexte bourse dans lequel moi-même, il est vrai que notamment ces dernières semaines, j'ai été extrêmement présent. Mais voilà, on a un motif pour sortir un peu de ça. Alors oui, c'est sûr qu'on reste autour de la bourse quand même, hein, puisque voilà, derrière on se réunira avec un webinaire, etc. Bon, bien sûr, mais malgré tout, voilà, on fait autre chose tous ensemble et ça c'est assez merveilleux. Donc merci vraiment à toutes et tous. Donc il y a encore plus de cadeaux à gagner, hein, toutes celles et ceux qui partagent tous les jours leur activité. N'oubliez pas de me taguer ou alors vous mettez votre photo en commentaire de mon activité physique que je publierai tous les soirs donc sur les réseaux sociaux. Donc voilà, vous pouvez mettre en commentaire également et il y aura en plus de tous les cadeaux qu'il y a à gagner par rapport au classement, il y aura en plus un tirage au sort parmi toutes celles et ceux qui ont le plus participé, le plus partagé, donc des goodies, des t-shirts, etc. Vous verrez. Voilà, grâce, et là je les remercie vraiment chaleureusement parce que ça sert à ça aussi les partenaires, grâce aux partenaires qui ont eh bien contribué aussi à l'apport de nombreux lots. Donc voilà pour cette partie-là encore. Merci du fond du cœur, c'est absolument incroyable. Je suis un peu ému, je vous avoue, parce que il y a beaucoup de gens qui disaient que et qui se moquaient un petit peu en disant bah ça va être un bid total. Et ben voilà, on a quasiment 400 personnes qui sont inscrites. Donc c'est assez extraordinaire. On attaque avec le programme de cette vidéo. Alors je m'excuse par avance, je ne sais pas si le micro, me voilà, en tout cas la caméra fonctionne, mais je ne sais pas si le micro fonctionnera. La semaine dernière, je sais pas ce qui s'est passé les amis, il a rendu l'âme, mais là voilà, les essais que j'ai fait visiblement ça allait mieux. Vous me direz en vidéo, je m'excuse par avance si ça marche pas, et voilà, je fais le dernier essai, et puis si ça fonctionne pas, je réinvestirai dans un bon micro. J'ai regardé un peu d'ailleurs les tarifs, ils s'embêtent pas hein, sur les bons micros. Mais bon, voilà, si c'est derrière la vidéo, la qualité de la vidéo est au rendez-vous, c'est tout à fait normal. Donc vous me direz s'il vous plaît en commentaire si eh bien la qualité est à peu près au rendez-vous. Pas la qualité de la vidéo elle-même, la qualité du son est à peu près au rendez-vous. Allez, on attaque. Donc effectivement, bon, une semaine coupée par effectivement du moins en France par ce jour férié. Nous avons un rebond spectaculaire sur les différents indices. Aidés, moi je pense, nous avons été donc aidés hein, notamment par la saisonnalité aussi, c'est-à-dire que le mois d'avril est historiquement un mois bon, et là on a très très mal commencé, et du coup je pense que aussi l'effet saisonnalité nous a aidé. Il n'y a pas que ça, mais bien sûr ça fait partie des choses qui ont aidé. Donc on a un mois d'avril qui n'a pas terminé positif hein, au vu de la baisse qui a été marquée, notamment sur le Nasdaq, mais on a fait quand même une belle remontada. Le mois de mai, lui, on va le voir dans le détail. Ce qui est intéressant, c'est de se projeter. Le mois de mai, lui,
un petit peu plus zigzagueux, si je puis dire, ça dépend des indices, mais vous voyez, le Dow Jones a tendance à bien commencer, et puis à partir de voilà du premier tiers, on va dire, du mois de mai, a tendance à avoir un petit peu plus de difficultés. C'est un peu moins vrai pour le Nasdaq, qui lui a tendance à être un petit peu plus linéaire sur le mois de mai. Un petit peu plus stable sur le mois de mai, même si, encore une fois, c'est pas non plus extraordinaire, mais on le voit, le Nasdaq a quand même bien rebondi, hein, et continue sa progression, j'y reviendrai. Le DAX, lui, c'est pareil, voilà, c'est un mois de mai, on le voit, qui est un petit peu plus en dents de scie, qui est un peu moins volatile d'ailleurs également, ça aussi, on va en parler. Et le CAC, lui, c'est toujours la même chose, voilà. Alors le mois d'avril est plutôt pas mal, puis on le voit, voilà, sur la partie du mois de mai, attention, c'est un petit peu plus, voilà, un petit peu plus zigzagueux. Au niveau des publications, donc effectivement, on a passé le plus gros, hein, ça va faire du bien, un petit peu plus de repos. On a encore une quinzaine de jours, 3 semaines où il y a encore un reliquat de publications, notamment des mid and small. Donc là aussi, à chaque fois que je parle d'une valeur, faites bel et bien attention d'aller voir les dates de publication. On ne fait pas, alors ça c'est une question qu'on nous pose souvent nous sur MTT, c'est est-ce que vous voulez les publications? La réponse c'est non, surtout pas sur le swing. Moi je sors tout le temps la veille des résultats, sauf quand il y a certains que je loupe, mais normalement la consigne c'est celle-ci, c'est de sortir la veille des résultats. Pour le swing trading, on est bien d'accord, hein, pour le swing trading, pour le long terme, on s'amuse pas à sortir tous les 3 mois et à rentrer après, sinon ça se transforme justement en trading. Donc voilà un petit peu les consignes pour le swing trading. Donc voilà aussi l'environnement dans lequel on évolue. Le mois de mai pour moi va être un mois peut-être moins volatile que ce qu'on a eu ces dernières semaines. Et puis bien entendu la volatilité reviendra. Notamment très certainement cet été, peut-être au mois de juin, très certainement ensuite dans tout le courant de l'été. Habituellement l'été déjà est très volatile, mais là pour autant ça va le devenir d'autant plus. La question bien sûr que tout le monde se pose et qui est mise en avant, on va dire, dans les médias, au travers de tous les réseaux sociaux, etc., c'est est-ce que c'est la fin des US? Et là, c'est toujours la même chose, c'est assez incroyable. Au mois de novembre, avant la chute des US, tout le monde disait, rappelez-vous, là, vous savez très bien de quoi je parle, tout le monde disait, il n'y a que les US, le reste, ça vaut rien, le reste, il faut pas y investir, c'est all-in sur les US, et puis voilà. Et là, nous sommes quand même, donc novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, nous sommes tout juste 6 mois plus tard. Et là, c'est tout le contraire sur le réseau, c'est tout le contraire dans les médias, c'est est-ce que c'est la fin des US. Et bien entendu, les anti-Trump se font un malin plaisir effectivement de critiquer sa politique, qui est certainement critiquable d'ailleurs, encore une fois, là dans cette vidéo, et comme dans toutes les vidéos d'ailleurs, vous le savez, je prends pas parti. Pour moi, à quelque chose près, tous les politiques se valent, dans l'incompétence d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, c'est le pire départ sur les marchés financiers depuis, je crois, 1970, 1960. Même plus, depuis quasiment 100 ans, puisque Donald Trump est à -7 sur les 100 premiers jours, depuis Ford, voilà, c'est ça, depuis 1970, depuis 1974 exactement. C'est le pire départ d'un président américain. Donc depuis 50 ans, quoi, grosso modo. Donc bon, ça c'est intéressant de le noter. Alors évidemment, il a bon dos, hein, Trump. Hein, alors il est bien sûr responsable de cette mauvaise performance du marché américain depuis 100 jours, mais il n'est pas pour moi totalement responsable quand même de tout. Et malgré tout, sur 100 jours, il hérite aussi d'un bilan qui s'est dégradé déjà depuis un petit moment, notamment sur les États-Unis. Souvenez-vous de ce que je vous disais, hein, avant l'élection de Trump, je disais les chiffres américains deviendront tout de suite beaucoup moins bons lorsque Trump sera élu.
D'abord parce que Trump peut-être a pris des mauvaises décisions, tout à fait possible, ou en tout cas dans sa communication potentiellement n'a pas été bon, mais aussi parce que on arrive sur probablement un cycle de normalisation sur les États-Unis, et ça va répondre en partie effectivement à un certain nombre de questions. Alors vous allez avoir un certain nombre de graphiques, hein, vous allez avoir les graphiques qui sont bon, ça c'est un graphique intéressant, c'est un graphique de la saisonnalité si vous voulez moyenne sur un bear market. Alors qu'un bear market, c'est-à-dire que lorsque effectivement on évolue sous la moyenne mobile à 200 jours, hein, sur le S&P 500, et on voit que voilà, dans une saisonnalité, eh bien vous avez effectivement une période où ça va, c'est un petit peu mieux, du moins dans un bear market, c'est un petit peu mieux sur la période voilà de avril à mai, grosso modo. Donc en fait, ce que graphique est en train de nous expliquer, c'est que réellement, si on est dans un bear market, eh bien, grosso modo, on va réattaquer derrière une période de baisse. On peut considérer que à ce stade, nous ne sommes que sur un rebond technique. Effectivement, vous avez un croisement ici de deux moyennes mobiles, hein, la moyenne mobile est 50 et 200, qui est vu effectivement comme un gros signal baissier. C'est parfois vrai, parfois ça l'est pas. C'est un signal qui est souvent qui arrive souvent très en retard. Donc bon, voilà, il faut prendre tout ceci avec des pincettes. Et moi, donc voilà, je vais répondre tout de suite et après m'appuyer sur un certain nombre d'éléments. Et vous, évidemment, après, vous ferez votre propre avis. Mais faut-il fuir les US? Pour moi, la réponse c'est non. Au même titre que je disais ces derniers mois que les US étaient chers et qu'il fallait faire du stock picking et qu'il fallait sélectionner, donc il fallait être beaucoup plus exigeant, on va dire, dans les valorisations, beaucoup plus exigeant dans nos points d'entrée, beaucoup plus exigeant sur les valeurs sur lesquelles on va investir aux États-Unis. Par ailleurs, je pense tout simplement qu'on est en train de vivre seulement le début d'une normalisation, une normalisation économique, une normalisation graphique, technique également. Je pense qu'on arrive aussi sur une normalisation des indices majeurs américains, et que donc voilà, c'est pour ça que vous allez attaquer des grandes périodes de range, de figures de construction, de voilà, je sais pas, on verra en fonction bien sûr du marché. C'est le marché qui va décider à quoi vont ressembler ces figures, mais pour moi on a attaqué en fait des longues périodes, encore une fois, de normalisation à tout point de vue. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller faire un nouveau plus haut, ou on ne peut pas aller rechercher les sommets dans les prochaines semaines, mais vous pouvez très bien aller rechercher les sommets, retourner sur les plus bas récents, retourner après quelques mois plus tard sur les nouveaux sommets, et voilà, vous pouvez quelque part avoir ce zigzag qui fait que l'investisseur long terme, vraiment, qui va conserver ses positions, peut-être qu'il n'aura pas effectivement la même performance sur les 5 prochaines années que sur les 5 dernières. C'est ce que je pense, c'est ma théorie depuis un petit moment. Maintenant, encore une fois, c'est une très bonne nouvelle pour le stock picking, c'est une très bonne nouvelle pour celles et ceux qui veulent aller voilà chercher dans le détail les actions, etc., parce qu'il y a des choses à faire, il y aura des choses à faire, il y a encore des choses à faire, et on l'a vu notamment sur la baisse récente des premières zones. On en a vu, on en avait proposé beaucoup, on en reverra encore dans cette vidéo, et vous avez vu à quel point elles ont très bien fonctionné. Se pose même d'ailleurs la question, et j'y reviendrai notamment pour Nvidia, hein, une question qui est très intéressante, à laquelle j'ai pas vraiment de réponse, ou du moins j'ai plusieurs réponses. C'est voilà, une fois qu'on a eu des points bas là récents, et que sur des zones long terme on a fait des rebonds de 20, 25, 30, 50% pour certaines valeurs en quelques semaines, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut conserver ces valeurs là, ou est-ce qu'il faut se dire bon, même si c'était à la base des positions long terme, j'ai fait un rebond de 30 ou de 40% en quelques semaines, est-ce que j'ai pas fait ma perf de l'année, quoi, finalement? Est-ce qu'il vaut mieux pas que j'assure, je reprends du cash et j'attends? Donc là aussi, j'apporterai très certainement, lorsqu'on abordera Nvidia, j'apporterai des éléments de réponse, du moins mon avis, je partagerai mon avis, et après, vous ferez le vôtre. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on a vécu, bien sûr, une grande période de publication sur l'Europe, notamment nous en France, mais c'est également vrai aux États-Unis. Encore hier soir, vous avez eu Amazon et Apple qui ont annoncé des résultats. Globalement, sur les big tech, je dis bien globalement, les résultats sont quand même très bons, toujours très bons, mais à part, je crois, Microsoft hier, qui a vraiment été bien acheté, mais
en tout cas les aftermarket là sur Amazon et sur Apple, voilà, malgré des rachats d'actions, etc., notamment pour Apple, ben pour le moment, voilà, le marché n'est pas non plus euphorique, ne sanctionne pas grand-chose non plus, mais n'est pas euphorique. Là aussi, pour moi, ça va dans le sens d'une normalisation, parce que oui, le marché comprend bien que les résultats sont encore exceptionnels, mais comprend bien que l'instabilité est toujours là, comprend bien que les décisions politiques ne sont pas encore prises, que les sanctions, entre guillemets, ne sont pas encore prises, que les réformes n'ont pas été appliquées, notamment pour les droits de douane, etc. Donc on ne sait pas encore véritablement, le marché ne sait pas encore véritablement quelles vont être les conséquences, et même pour les GAFAM. Et donc, en ce sens, pour le moment, effectivement, sur les publications, on a un marché qui se dit, bon, on va pas sanctionner non plus, faut pas déconner, mais par contre, voilà, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ? Et c'est ce que je vous dis depuis un petit moment, hein, sur la majeure partie, voilà, des grandes, la majeure partie, hein, pas toutes, hein, la majeure partie des grandes capitalisations américaines. Eh bien, je pense que voilà, on n'est pas forcément sur des gros points d'achat. En tout cas, aujourd'hui, au moment où on se parle, c'était un petit peu plus vrai il y a 3 semaines. Mais voilà, on risque d'avoir encore une fois ce zigzag. D'autant plus que on a un marché mine de rien qui est en train quand même, et on le voit ici avec notamment le pétrole, hein, le WTI. D'ailleurs, ce sera la question de la semaine sur le pétrole, vous comprendrez. Eh bien, on a un marché qui, par contre, sanctionne le pétrole. Et s'il sanctionne le pétrole, c'est que, voilà, quelque part, il s'attend quand même encore plus à un ralentissement éco. Je vous l'avais dit, moi, à titre personnel, sous les 60 dollars, que ce soit le Brent ou le WTI, peu importe, on verra encore la différence tout à l'heure dans la question de la semaine. Mais pour moi, tant qu'on a un pétrole qui repasse pas au-dessus des 65 dollars, grosso modo, ça veut dire qu'on a un marché qui price au moins un gros ralentissement, si ce n'est peut-être plus. Moi, vous le savez, même si je sais que il n'y a pas grand monde qui est d'accord avec moi depuis des mois, mais c'est pas grave. Pour le moment, le marché, en tout cas, et les données économiques ne me prouvent pas le contraire. Je pense qu'on s'oriente vers une récession, y compris aux États-Unis. Maintenant, récession, ça veut tout dire et rien dire. Tout dépend encore une fois de l'onde de choc de cette récession, tout dépend de la profondeur de cette récession, tout dépend de la durée dans laquelle on va être dans cette récession. Voilà, si c'est une récession, voilà, pas très profonde et que finalement derrière on arrive à relancer l'économie pour avec différents outils, bon, voilà, ça aura été une récession éclair et puis on passera à autre chose. En revanche, si la récession est beaucoup plus profonde, là, ça va poser problème. Et il y a un certain nombre d'éléments, là aussi, qui, voilà. Moi, je pense qu'on n'aura pas une récession très profonde, en réalité. Je pense qu'on aura une récession, mais pas très profonde. Et c'est pour ça que ça va correspondre pour moi. Par contre, elle peut durer un peu plus que ce qui est prévu. Je pense qu'elle va pas durer quelques mois. Elle peut durer un an et demi, éventuellement. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi que le marché est en train d'anticiper, en construisant ces grandes figures intermédiaires. Donc, quelques infos par rapport à la semaine. Alors, le produit intérieur brut des États-Unis a reculé pour le premier trimestre de l'année 2025, selon les données publiées ce mercredi par le ministère du Commerce. Une période qui couvre le début du second mandat du président Trump, dont la politique douanière a suscité évidemment une onde de choc dans le monde et au sein même du pays. Le PIB américain avait pourtant augmenté de 2,4% lors du trimestre précédent, avec un plein emploi et une inflation en passe d'être maîtrisée. Ce résultat est nettement inférieur aux attentes de la majorité des analystes. Ils anticipaient toutefois un sérieux coup de frein à plus 0,4 à l'économie des États-Unis. D'après une autre publication ce mercredi matin, les créations d'emplois dans le secteur privé ont fortement ralenti en avril. Suivez mon regard, s'affichant au-dessous des attentes. Donald Trump a immédiatement réagi, affirmant que le ralentissement économique est un reliquat de son prédécesseur Joe Biden. Les droits de douane vont bientôt faire effet et les entreprises commencent à s'installer aux États-Unis en nombre record. Notre pays va prospérer, mais nous devons nous débarrasser du reliquat de Biden, donc du président précédent. Cela prendra un certain temps et cela n'a rien à voir avec les tarifs, si ce n'est que Joe Biden nous a laissé avec de mauvaises stats, mais lorsque le boom commencera, il ressemblera à aucun autre. Soyez patient, a-t-il promis. Pour moi, c'est clairement
ce qu'on dit depuis des mois et des mois. C'est-à-dire que pour moi, en fait, c'est les deux. Les deux sont fautifs. C'est-à-dire que le bilan de Joe Biden, pour moi, il était pas bon, pour un certain nombre de raisons. Bon, je vais pas aller dans le détail parce que sinon la partie éco va durer trop d'heures, mais il était pas bon. Et Trump, quelque part, a déclenché les mauvais chiffres. Trump a, voilà, quelque part, les États-Unis étaient sur la corde raide et Trump n'a fait que pousser quelque part et accélérer le processus. Et donc, lui, il part du principe que, bah oui, en effet, c'est pas bon, mais que, quelque part, c'est aussi le scénario qu'on a en tête, c'est que, voilà, une fois que, bah, il aura finalement arraché le sparadrap de la jambe, effectivement, derrière, on aura une guérison et derrière, on pourra refaire du sport, pour le clin d'œil au challenge. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que, quelque part, on n'arrache pas un sparadrap sur une jambe de bois? C'est ça la question. Et là, effectivement, on peut avoir quelques doutes. Encore une fois, il y a deux éléments, je vous l'ai dit, à surveiller. Le CPI, donc effectivement l'inflation, qui visiblement, pour le moment, encore une fois, reste relativement stable. En Europe, elle a été quasiment tuée. Mais même aux États-Unis, voilà. Mais par contre, il y a évidemment, c'est là où on l'a vu déjà mercredi au niveau des chiffres hebdomadaires de l'emploi, ça a été moins bon. Et là, on va regarder avec attention le taux de chômage sur le mois d'avril, le taux de chômage mensuel. Et pour moi, voilà, le top départ de la récession, vous l'aurez lorsque le chômage passera au-dessus de 4,4-4,5%. Là, vous pourrez vous dire, il est en train véritablement on est en train d'acter véritablement la récession. Pour le moment, on contient, mais j'ai la sensation qu'on est plutôt encore dans ce genre de période-là et qu'on est à la limite, voilà, on est à la limite de breaker. Et on est à la limite véritablement de déclencher un signal. Au moment où vous regarderez cette vidéo, très certainement que le taux de chômage sera déjà passé puisque c'est aujourd'hui à 14h30. Donc vous penserez à moi en allant regarder le taux de chômage et là on verra si on est à 4,2, ce qui est prévu. Dans ce cas-là, on retarde quelque part l'échéance. Si c'est inférieur aux attentes, on retarde encore plus l'échéance. Par contre, si on commence à avoir du 4,3, 4,4, alors là, vous pourrez vous dire, là, par contre, véritablement, ça sent pas bon du tout. Donc voilà, et tout ceci évidemment pour moi est dans un processus encore une fois où effectivement très certainement vous aurez une normalisation effectivement des rendements du S&P 500, du Nasdaq et dans une moindre mesure de Dow Jones qui est un peu plus cyclique et qui lui pourrait par contre peut-être éventuellement surperformer. Voilà, bon, on en dit plus, bien évidemment, dans la table des investisseurs. Il y aura la lettre mensuelle qui devrait arriver sur la deuxième partie de mai. Vous aurez également, donc c'est mercredi, le suivi du portefeuille Forteresse, qui fait une performance flat depuis le début de l'année sur la version unique. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est la version DCA, qui a un drawdown divisé par 3 par rapport au S&P 500. Il y aura tout le détail, vous recevez comme d'habitude tous les mois, je vous envoie le détail de la performance du portefeuille Forteresse que vous pouvez répliquer bien sûr gratuitement et vous pouvez le prendre en cours puisque c'est un DCA, hein, donc on compare la partie versement unique à la partie DCA, mais en réalité à terme on supprimera la partie unique pour ne laisser que la partie DCA. Donc bien sûr, hein, cette table des investisseurs, cette newsletter est 100% gratuite. Je vous mets les liens ou sur la vidéo ou bien entendu en description. On passe... Pardonnez-moi, je crois que j'ai chopé froid. On passe à la question de la semaine. Donc question qui nous a été adressée par Thibaut. Donc c'était un mail. Hello Thibaut, merci pour tes vidéos et ton engagement. Je postule pour la question de la semaine. Peux-tu nous expliquer pourquoi il y a 2 cotations sur le pétrole? Merci. Je suis inscrit au challenge. Super. Alors Thibaut, oui en effet. Donc tu as alors moi aussi. Hein, je suis pas un spécialiste du tout du pétrole, pas du tout. Pas plus que ce que je vous ai montré en tout cas d'ici là. Donc
Voilà, mais par contre, il y aura peut-être, alors voilà, je le précise, hein, il y aura peut-être des spécialistes du pétrole qui regarderont cette vidéo. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, du moment où c'est fait avec bienveillance, vous le savez, moi j'ouvre mes réseaux à tout le monde, n'hésitez pas à faire des précisions ou éventuellement à corriger s'il y a des erreurs dans ce que je vais expliquer. Donc, effectivement, vous avez deux cotations entre guillemets différentes entre le Brent et le WTI. Pourquoi? Parce que c'est pas tout à fait les mêmes choses. Donc, le Brent, lui, effectivement, alors il y a des choses que j'ai appris moi aussi, puisque j'ai fait des recherches pour essayer de vous synthétiser. Ça, donc le Brent visiblement est extrait en mer du Nord entre Royaume-Uni et la Norvège, alors que le WTI, lui, il est extrait aux États-Unis. Donc ça, je le savais à peu près, principalement au Texas. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est la qualité, composition chimique. Donc les deux sont des pétroles légers et faibles en soufre, donc facile à raffiner. Le WTI est généralement plus léger et plus doux que le Brent, ce qui en fait un pétrole un peu plus raffinable. En termes de référence de marché, le Brent est la référence pour environ 2/3 du pétrole mondial, notamment pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient, le WTI bien sûr, et la référence principale pour le marché américain. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, comme sur la partie éco, c'est la raison pour laquelle lorsque vous avez globalement des Américains qui parlent du pétrole, ils vous affichent le WTI et non le Brent. Ensuite le prix. Donc effectivement il y a toujours des petits décalages. Alors il est très rare, ça doit arriver, hein, je suis pas un spécialiste du pétrole, mais ça doit arriver, mais il est très rare que les deux partent dans des sens opposés. Mais historiquement le WTI était légèrement plus cher que le Brent en raison de sa qualité supérieure. Et depuis les années 2010, c'est souvent le Brent qui est plus cher à cause des contraintes logistiques donc aux États-Unis, capacité de stockage et transport. Donc pourquoi depuis les années de 2010, hein, notamment le boom du Shale Oil. Le Shale Oil, c'est le gaz de schiste. Le pétrole schiste, pardon. Donc effectivement, ça a effectivement modifié visiblement les prix, voilà, les prix les prix donc sur le pétrole et également sur le WTI. Donc ensuite, au niveau voilà logistique et transport, hein, qui a évidemment de l'importance dans le prix. Donc le WTI pardon est produit aux États-Unis, souvent dans des régions enclavées, Texas et Oklahoma. Il doit être transporté par oléoduc et peut souffrir de goulot d'étranglement, notamment à Cushing, Oklahoma, son point de livraison. Le Brent est produit en mer du Nord et facilement exploitable par voie maritime, donc plus souple à distribuer à l'échelle mondiale, ce qui peut donc entraîner des surplus locaux de WTI. Et donc, qui dit surplus locaux de WTI dit forcément baisse des prix. C'est la raison pour laquelle, effectivement, vous avez le WTI qui, généralement, est un petit peu moins cher. La cotation est un petit peu moins chère que celle du Brent. Voilà. Version évidemment encore une fois très simplifiée, j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres subtilités, j'imagine que il y a peut-être éventuellement des précisions à faire, donc n'hésitez pas encore une fois si vous êtes spécialiste de ça, de nous donner des précisions dans les commentaires. Voilà donc pour la question de la semaine. Eh bien on passe les amis, si vous le voulez bien, au marché financier, hein, avec le CAC 40. Alors le CAC 40 qui a achevé un mois d'avril absolument incroyable, hein, vous voyez, quand on voit ce genre de marteau là, c'est rare, hein, ça arrive mais c'est rare. Alors est-ce que ça annonce la fin de la baisse? La réponse pour moi c'est non, encore une fois. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que voilà, des marteaux comme ça avec une longue mèche mensuelle, la dernière fois qu'on l'a eu sur le CAC, c'était ici. Et puis, vous voyez, derrière, effectivement, on a bien rebondi, mais derrière, on a continué de baisser. C'était derrière la période, hein, voilà, fin 2021, début et tout 2022, où effectivement, vous avez eu une période de consolidation comme ça. Donc, pour moi, il est tout à fait éventuellement possible, probable, que l'on soit sur, de manière différente, sur également un scénario qui pourrait ressembler à ça. Ça veut dire des mois et des mois, probablement de zigzag. C'est vrai, bien entendu, pour le CAC, c'est d'autant plus vrai, encore une fois, sur les indices américains.
Donc encore une fois, ça ne veut pas dire que derrière, voilà, vous pouvez pas baisser, vous pouvez pas revenir, vous pouvez même pas éventuellement aller chercher les plus hauts avant de repartir. Donc, voilà, pour moi, mon scénario, c'est celui-là, c'est que grosso modo, on risque d'avoir beaucoup de zigzags. Ça arrive hein, régulièrement dans l'histoire. Hein, les indices ne montent pas toujours de manière linéaire. Vous pouvez avoir voilà des périodes comme là, par exemple, hein, où ouais, vous avez beaucoup de stabilité. Là ici, vous avez beaucoup de stabilité. Là ici, avant le crash du Covid, vous avez une grosse période. Là, on parle de plusieurs années. Hein. On est de mai 2017 jusqu'à janvier 2020. Hein, donc on parle de 2 ans et demi où ben voilà, vous avez du zigzag. Et pour moi, il est tout à fait possible que nous ayons également une période similaire comme ça. Donc voilà, donc ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que ben, stock picking plus achat sur les gros replis, voilà, sur les grosses actions, les gros replis, pour éventuellement voilà, tenter à minima des robots. Voilà un petit peu moi mon scénario, mais il n'a pas changé, vous le connaissez hein, depuis longtemps. Donc je pense que, encore une fois, ceux qui portent des conclusions hâtives ben, ont tort parce que en réalité, il n'y aura pas de direction dans ce marché sur les indices majeurs. Voilà. Au niveau du CAC Small, mais je peux me tromper, hein, et si je me trompe et que derrière on explose et qu'on va chercher les 10 000 en ligne droite, je vous dirais, bon, bah, je me suis trompé, c'est pas bien grave, hein, on aura des swings, puisqu'on traite le flux, donc encore une fois, c'est le graphique hein, qui va nous valider ou invalider nos scénarios. Donc encore une fois, il n'y a pas d'ego spécifique à avoir là-dessus. Hein. Au niveau du CAC Small, bah, le CAC Small, lui, c'est pareil, il surperforme, hein, le CAC a rebondi de 12 ou 13%. Là où et là aussi c'était pas inattendu puisqu'on en a beaucoup parlé, là où bah, le small lui a rebondi de 20% je crois, 21%, rendez-vous compte. Donc on a pratiquement 2 fois la performance dans le rebond du CAC Small par rapport au CAC 40. Maintenant là aussi, ne pas omettre que oui effectivement le rebond était attendu, oui le rebond a été effectué, oui effectivement le potentiel était devant plus pour les small que effectivement pour les indices majeurs et pour le CAC. Mais pour autant, ne pas omettre que là aussi, voilà, vous pouvez être dans une situation où bah, là aussi, vous pouvez avoir beaucoup de zigzags, etc. avant éventuellement d'attaquer une nouvelle tendance haussière. Donc là aussi, même pour les small caps, même si je pense quand même que le potentiel est plus sur les small caps et les mid caps européennes et même américaines que sur les big, pour autant, voilà, là aussi, bon, on peut avoir là aussi quelque part un scénario où vous pouvez avoir quelque part de la construction. Et j'ai pas eu ce que j'espérais, c'est-à-dire, je vous avais dit la semaine dernière, ce que j'espère, c'est une construction intermédiaire, on l'a pas. Donc, si vous voulez, pour moi, ce mouvement-là, comme ce mouvement-là, c'est pas des achats, pour moi, c'est pas des achats de réfléchi entre guillemets, en ce sens construit. Voilà, là où voilà, quand vous construisez par exemple voilà, on va prendre des périodes, voilà, par exemple la période Covid, bon ben là voilà, vous avez construit une figure avant de casser par l'eau, donc c'était beaucoup plus si vous voulez beaucoup plus réfléchi. Là pour moi ce sont des mouvements agressifs, et tant que j'aurai pas ma petite figure intermédiaire où on s'embêtera hein, pour être poli, tant que j'aurai pas ça, bah, je vous dirai pas pour moi que on est en train de relancer. Donc pour moi, c'est du trading. Certainement, il y a également des contraintes techniques qui s'exercent. Ce qui fait qu'en effet, vous avez ce genre de mouvement hyper erratique, y compris sur des indices comme le CAC Small. Ok. Bon, on passe aux actions. Alors, il y a des choses à dire, hein, bien entendu, hein, sur les actions. Vous avez du Total Energy, notamment, mais là aussi, sur Total Energy, bon, ben, lorsqu'on prend le graphique long terme, la moyenne des prix sur Total Energy, c'est quoi? Ben, c'est grosso modo les 44, les 45 euros. Cette moyenne mobile, elle est plate. Alors, c'est dividendes non réinvestis, d'accord. Mais voilà, on se rapproche d'une moyenne. Là aussi, on est sur une phase de normalisation sur Total Energy. Donc voilà, je ne vois pas Total Energy s'écrouler, je vois juste une configuration qui se dégrade. Je vois que voilà, on est sur un premier point, vous l'avez dit, 50 euros, mais qui est pas une grosse opportunité. Par contre, une belle opportunité sera aux alentours des 44, 45. Une première grosse opportunité, on verra pour les suivantes un petit peu plus tard. Mais voilà, on est sur cette phase, j'efface tout du coup, on est sur cette phase pour moi quelque part de normalisation également. Mais
on peut être, d'ailleurs je pense que nous sommes, hein, pas on peut être, mais je pense que nous sommes quand même sur, alors je sais pas comment j'ai pas tracé, mais voilà, on peut être sur une période où bah, tout simplement vous consolidez toute cette hausse et derrière vous avez une période voilà, qui peut durer encore jusqu'à 2025, tout 2025, hein, une période où bah, voilà, vous allez voir que effectivement ça va être beaucoup moins directionnel. Voilà, il va falloir faire preuve de patience et il va falloir voilà. Donc en termes de d'investissement comme de trading, très sincèrement, moi je serais plutôt attentiste sur Total Energy. Encore une fois, je la vois pas baisser, je la vois pas, sauf encore une fois événement. Évidemment, tout ça c'est dans le contexte où il n'y a pas d'événement majeur, mais je vois pas Total Energy s'effondrer quoi. Airbus, donc qui a annoncé de bons résultats, hein, Airbus. Elle est ici, donc la semaine dernière, souvenez-vous, je vous avais parlé de la cassure. Il y avait une très belle cassure à jouer, bah voilà, l'APD il était là. Hein. Donc vous avez dit, il y a une très belle cassure à jouer. Bon, il y a eu l'annonce des résultats, donc il fallait pas les jouer. Mais voilà, derrière, on a breaké quand même une belle ligne avec le double triple top au-dessus des 141. Bon, ben derrière, il y a quand même une belle progression. Donc voilà, bravo à ceux qui l'ont pris, même si encore une fois, moi, à titre perso, résultat, je ne joue pas. Il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, vous avez cet objectif-là. 159, 160. Après, je pense que ce sera un peu plus compliqué, mais pour le moment, c'est positif. Le luxe Kering, ben, qui tient hein, toujours. Voilà, encore une fois, on en a parlé la semaine dernière. On vous a dit voilà, on aura peut-être un signal qui va se déclencher de rebond, au-dessus des 182, 183. On voit que bon, la séance n'est pas finie. Hein, il est 11h. Bon, j'enregistre cette vidéo, donc la séance n'est pas terminée, mais voilà, derrière on peut breaker, on peut poursuivre le rebond et pourquoi pas aller chercher cette zone, vous voyez les plus bas ici là de novembre, pourquoi pas cette zone des 200, 205, pourquoi pas même aller chercher cette oblique de très long terme ici en rouge. Voilà, mais pour moi on est dans une phase de rebond technique et ça peut également bien entendu profiter au luxe et donc profiter aussi à LVMH. Donc voilà, LVMH qui est toujours sur son support de long terme, support oblique, d'accord. Si ça lâche, alors là, bon, il y aura du grabuge, hein, donc là, ça sera sous les 300 qu'on ira chercher pour moi, mais pour le moment, ça tient encore. Donc voilà, souvenez-vous, on l'avait dit, bon, c'est allé beaucoup plus vite que ce qu'on avait anticipé, mais en tout cas, c'est la zone qu'on visait, elle est bien là, le support oblique, et voilà, on est dans la construction. Rien n'est fait, bien évidemment, il y a beaucoup de taf, etc. Mais il va falloir observer cette construction. Et si on break, à ce moment-là, on tentera du rebond pour aller retrouver les 560. Ok ? Stellantis, c'est la même chose. Donc, je vous affiche le graphique long terme. Donc, évidemment, c'est pas bon, mais ça tient. Alors, c'est là où, si vous voulez, il y a pour moi quand même un tout petit début de changement psychologique quand même qui est pas anodin pour moi, c'est que Stellantis elle a annoncé beaucoup de mauvaises nouvelles, il y a eu une grosse dégradation et c'était vendu. Là, elle a encore annoncé de sacrées mauvaises nouvelles ces derniers jours. Et le marché, à ce stade, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il construit. Voilà. Il construit, il est en train, alors voilà, hein, c'est ce qu'on avait un petit peu dessiné, il est en train de construire, il est en train de se stabiliser. Alors attention, c'est une tendance baissière, ultra baissière, et les probabilités que cette tendance, que cette construction casse par le bas sont supérieures, nous sommes d'accord. Mais malgré tout, il faut pas l'anticiper. Et malgré tout, il faut continuer à observer, il faut continuer à regarder si éventuellement on n'a pas une figure de retournement avec une épaule tête à épaule, une construction et éventuellement un break pour vouer ne serait-ce que du rebond dans un premier temps, mais un rebond qui peut être un rebond, pourquoi pas, de 5, 10, 15, 20, 30%. Au moins, ne serait-ce que revenir ici aux alentours des 11 euros, ce serait déjà pas mal. Donc pour moi, ça s'observe, et tant qu'on repassera pas sous les 6,88 €, eh bien, on pourra considérer qu'on est dans une phase de stabilisation de la tendance baissière. On est en train de stopper l'hémorragie, la méga hémorragie, hein, c'est pas, on s'est pas coupé le doigt, on s'est coupé les deux jambes, en l'occurrence sur Stellantis, mais malgré tout, voilà, on essaye de contenir la baisse. Le marché tente de contenir la baisse, malgré les très très mauvaises nouvelles qui s'accumulent encore.
Dans une dynamique totalement différente, évidemment, c'est Société Générale. Société Générale qui s'est faite beaucoup massacrer ces dernières années, hein, malgré tout. N'oublions pas que certes c'est dividendes non réinvestis, mais malgré tout, voilà, c'est pas non plus un grave canon depuis la chute de 2008, mais 2007-2008, mais voilà, ça va quand même beaucoup mieux, et là aussi quand même assez spectaculaire. Alors nous, vous avez parlé de la zone ici en rouge, c'est-à-dire les 27-28, on n'y est jamais allé. Et ça a été racheté tout de suite. Voilà, maintenant, là aussi, comme je vous disais, sauf des petits moments, hop là, pardonnez-moi, sauf des petites stabilisations comme ça, où là, on peut jouer des cassures avec, certainement, voilà, avec une baisse des volumes, etc. Voilà, pour jouer du momentum et de l'accompagnement de momentum avec un achat au-dessus, un stop en dessous, etc. Bon, vous connaissez la méthode. Mais voilà, investir... Malgré tout, investir sur Société Générale, j'en suis pas convaincu. Alors oui, elle peut aller plus haut. Oui, les objectifs sont encore au-dessus. Hein. Oui, on a au-dessus des 48, 50, pourquoi pas même 52. Tout ça, c'est une belle zone. Je vais l'élargir un peu. Vous voyez, c'est les plus hauts ici de 2009, les plus hauts ici de 2011. Voilà, pourquoi pas ici de 2014, 2015, 2017. Donc oui. En effet, je pense qu'on peut encore largement monter sur les bancaires et notamment sur Société Générale. Pour autant, je suis pas persuadé que ce soit une très belle zone maintenant d'investissement long terme. Bravo à celles et ceux qui ont eu le cran d'investir aux alentours des 30-31. Moi, encore une fois, j'attendais minimum la zone rouge, les 27, donc pas pu rentrer sur Société Générale. Et après, les deux zones vraiment très intéressantes de long terme, c'était plutôt sous les 20 et vraiment, s'il y avait un crash, sous les 12. Bon, même si on y croyait très peu, voilà. Mais toujours est-il que pour moi les zones elles n'ont pas été touchées, donc c'est sans regret. Bravo encore une fois à celles et ceux qui ont cru. Vous savez que je partage pas l'avis de tous sur les bancaires, forcément. Bon, j'ai un petit biais, on va dire, c'est le moins que l'on puisse dire, mais en tout cas voilà, moi je pense que les banques seront encore là pendant longtemps, et de toute façon les banques sont aussi le thermomètre des marchés en général, surtout les marchés français en général. Quand les marchés vont bien, les banques vont bien. Et donc voilà, cet appétit pour le risque, notamment Société Générale, fait que voilà, pour moi, on n'a pas de signaux précurseurs de crash sur les marchés, en tout cas à ce stade et sans nouvelles supplémentaires. J'accélère parce que, comme d'habitude, je suis à la bourre. ALTBG, donc The Blockchain Group, donc là, bon, nous on est très content, un des plus beaux trades pour ma part cette année en swing sur small cap. Donc voilà, donc sur le salon on l'a partagé. Alors moi j'en ai plus, les résultats ont été, j'allais dire hier soir, mais avant-hier soir en réalité. Donc nous sommes sortis, donc sur un gain de plus 60%. Le setup, il a été très clair, vous le connaissez le setup, c'est le setup classique que j'ai appliqué, c'est-à-dire ici double triple top. Réduction de la volatilité, derrière, voilà, on achète au-dessus, on stop en dessous, et derrière, on va chercher des ratios. Donc voilà, il y avait un stop, alors c'était pas cadeau, Blockchain Group, c'est un stop à 10%, mais c'est très volatile. Et derrière, voilà, vous pouvez aller chercher, alors je compte pas la bougie du jour parce que c'était post-résultat, donc soyons honnêtes, je peux pas vous dire quelque part en début de vidéo il faut vendre avant les résultats et vous dire finalement si vous aviez gardé. Bon, ceci étant, j'aurais pu quand même, c'est vrai, j'aurais pu garder un reliquat. Bon, avec une telle perf, j'aurais pu quand même garder un reliquat, mais bon, qu'importe. On peut toujours faire mieux, mais bon, j'ai tellement eu de mauvaises expériences et tellement de déceptions. Je suis pas très chanceux en général sur les résultats d'entreprise, donc voilà. Mais en tout cas, voilà, en termes de ratio gain risque, c'est 1 pour 6 minimum, donc quand même hyper satisfaisant. Il y avait encore un double top ici, mais voilà, magnifique. Donc le setup vous le connaissez, la méthode vous la connaissez, il n'y a pas besoin d'indicateur miracle comme on vous dit, il n'y a pas besoin de machin, etc. C'est du simple, c'est de la réduction de la volatilité dans le momentum. Nous étions là aussi donc au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, réduction de volatilité, réduction des volumes, on prend la cassure. Du classique, du réplicable, une bonne méthode. C'est pas une méthode qui fonctionne avec des probabilités extraordinaires. C'est pas ça une bonne méthode. Une bonne méthode, c'est une méthode qui est réplicable facilement et par tous. Et je pense que celle-ci, elle est réplicable facilement et par tous. Donc maintenant, si vous en avez pas, qu'est-ce qu'il faut attendre ? Il faut attendre la même chose. Ce qui s'est passé là, d'accord ? Ce que vous avez obtenu ici, tout simplement, il faut l'obtenir à nouveau là.
Et si c'est le cas, eh ben, moi-même, je serai prêt, plus haut et plus cher, à reprendre effectivement une position pour jouer derrière un nouveau mouvement. Ok? C'est ça la bourse, c'est ça le trading. Pas l'investissement. L'investissement, c'est autre chose. C'est le trading comme moi je l'aime. Ça reste pour moi une méthode qui est pas facile, il n'y a rien de facile, mais qui est facilement, encore une fois, réplicable et qu'on peut appliquer à tous et surtout qu'on peut transmettre. C'est ça qui m'intéresse beaucoup parce que bon, il y a, voilà, vous pouvez retrouver beaucoup de formateurs qui vous disent j'ai une méthode miracle, mais il faut payer une formation pour pouvoir y accéder. Effectivement, on ne donne pas accès à tout gratuitement, c'est évident, on va pas se mentir non plus, mais pour autant, voilà, de proposer une méthode gratuite et réplicable à tous, je pense que c'est quand même hyper satisfaisant et moi c'est ce que, vous le savez, c'est ce que j'adore. Donc voilà. Et puis ce que j'adore aussi, c'est que quand sur les réseaux sociaux, vous êtes nombreux aussi à me partager d'autres graphes que j'ai pas vu forcément, d'autres configurations qui ressemblent à ça. Tiens, voilà, une config à latino, blablabla. Donc c'est super, c'est génial. Enfin voilà, moi si je suis présent autant sur les réseaux sociaux, alors qu'à la base c'est pas du tout ce que je voulais faire, c'est pour ça. C'est vraiment pour ça. Danone, donc Danone, bon, il y a fort à parier qu'on se dirige vers de nouveaux sommets, hein, Danone. Donc voilà, on l'avait suivi. Souvenez-vous, c'était avec Ibou à l'époque. Hein, je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a réalisée il y a 2 ans avec Ibou. Nous étions là, voilà, on avait parlé de Danone, on en avait beaucoup parlé également ici dans la réduction de volatilité. Là aussi, on a breaké, nouvelle réduction de volatilité. Et là aussi, voilà, vous avez tout, hein, tout avait été proposé. Je vous invite à aller voir les vidéos de janvier avec la réduction de volatilité. Je vous avez dit, voilà, lorsqu'on break, voilà, on break le pullback et derrière, vous mettez un stop sous le pattern pour voir la continuation, etc. Donc tout ça, ça a été vu, revu. Maintenant, est-ce que c'est une opportunité d'achat? La réponse est non. Est-ce que on va aller combler le gap, voire aller faire de nouveaux plus hauts? La réponse est certainement. Maintenant, le ratio gain-risque, est-ce qu'il est bon et en votre faveur? La réponse c'est non. Pour l'investissement, pour le trading, Danone, c'est une amplitude directionnelle qui est relativement faible, donc vous allez vous ennuyer pour faire des petits décalages. Voilà, ça n'enlève rien à la qualité de l'entreprise, mais juste, voilà, c'est pas forcément adapté pour moi au swing trading. Ok? Donc voilà pour Danone. Eiffage, magnifique. Alors ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, Eiffage. C'est vrai, j'en parle peu parce que là aussi, faible amplitude directionnelle. Eiffage, la dernière fois que nous en avions parlé, c'était ici et on avait 2 scénarios. Premier scénario, effectivement, repli supplémentaire, et là, c'était les investisseurs qui auraient été contents sur repli à proximité du support oblique. On ne l'a pas eu. En revanche, on a eu une congestion. Voilà, c'était grâce à mes magnifiques dessins. Ne vous moquez pas. Grâce à mes magnifiques dessins, on a breaké par le haut, on a fait le petit pullback, nouvelle congestion ici, et derrière, on break. On va s'orienter vers de nouveaux plus hauts. On a fait d'ailleurs de nouveaux plus hauts. Ah non, ils sont là, pardon, les nouveaux plus hauts de 2007. Qu'est-ce que je vous dis tout le temps? À la cassure des nouveaux plus hauts, faites gaffe. Donc là déjà pour moi on fait attention, mais là surtout si on pète là, on fait attention. Donc si vous en avez, parfait, vous accompagnez, vous pouvez même vous servir de la moyenne mobile à 10 jours comme un guide, en vous disant ben moi j'en ai tant que on clôture pas sous la moyenne mobile. À 10 jours, je conserve ma position. Si on clôture sous la moyenne mobile à 10 jours, ici, je vends. Voilà, par exemple, hein, c'est un exemple. Après, c'est à vous de vous adapter. Ça peut être à 10 jours, à 10 semaines, à 10 mois, on s'en fout. Encore une fois, ça dépend de beaucoup de choses, de votre exposition, de votre taille de position, etc. Mais globalement, pour moi, certes, on est en excès haussier, mais en même temps, il n'y a pas de raison véritablement de vendre. C'est là aussi où il faut faire. Il y a beaucoup de gens qui font une erreur, qui se disent on est en excès haussier, donc je vends. Non, un excès haussier, il peut durer des jours, des semaines, voire des mois. Donc excès haussier, oui, on fait attention, oui, on n'investit pas, mais par contre, si on est déjà investi, on peut accompagner de manière supplémentaire. Ok, Alten, alors Alten, elle a bon les résultats qui ont été largement vendus, mais là aussi, voilà, lorsqu'on regarde, voilà, malgré tout, on tient encore, on est sur le support, on revient faire le double appui. Donc voilà, pour le moment ça tient. Ce sont également les plus bas ici de 2017, les plus bas ici de 2018, les plus bas ici de 2020. Donc toute cette zone quand même, hein, c'est une zone qui effectivement est une zone effectivement voilà, devrait, en tout cas, j'allais dire devrait tenir, j'en sais rien, mais en tout cas est une zone où on le voit, les acheteurs malgré tout se manifestent.
Ok, donc il faut observer, là aussi, un peu à l'image de Stellantis, de LVMH dans une moindre mesure, etc. etc. Pour moi, c'est de l'observation et il va falloir attendre, on n'y est pas hein, sur la réduction de volatilité encore. Voilà, là on est vraiment sur un truc comme ça, donc si éventuellement on a une réduction de volatilité, on tentera quelque chose sur Alten. ST Micro, alors elle a fait un beau rebond, mais ce qui me gêne sur ST Micro, je suis pas sur la bonne cotation, pardonnez-moi, elle est là, j'étais sur le Nice, elle est là, donc effectivement, donc nous, bon sur le salon on avait proposé, voilà, un rebond technique, tout ça, machin bidule, ça c'est très bien, c'est du trading, mais pour moi, ce qui me gêne un petit peu là, c'est que alors, je vous dis tout, ce qui me gêne et ce que j'apprécie. Ce qui me gêne, c'est que pour le moment, je dis bien pour le moment, on est effectivement en zone de pullback. Donc on a, effectivement, on avait ce support-là, on est venu s'y appuyer, on l'a cassé et là on fait le pullback. Ok, très bien. Ça, c'est le côté négatif. Donc il faut rester extrêmement vigilant si vous n'êtes pas rentré là, etc., etc. Pour autant, ce qui est plutôt positif, c'est que oui, on est sur la zone de pullback, mais pour le moment, on n'a pas une zone véritablement de vente. C'est seulement si on repassera sous les 19 euros, où là, on fera attention, on deviendra vendeur et on projettera éventuellement de revenir péter les plus bas. Mais pour le moment, on peut considérer même que c'est plutôt une construction qui est pas mal du tout. Et si on a encore une fois une réduction de volatilité et qu'on casse, on pourra éventuellement tenter quelque chose pour repartir à la hausse ces prochaines semaines. Ça voudra dire très certainement que le CAC voilà, va chercher éventuellement des sommets, etc., etc. Il faudra, tout ça va s'aligner de toute manière, hein, si éventuellement, voilà. En revanche, si effectivement les indices commencent à repartir éventuellement à la baisse, etc. Bon ben là, effectivement, ST Micro, il y a fort à parier que elle ne résistera pas non plus. FDJ, bon, on fait le suivi, hein, encore une fois, la semaine dernière, c'est toujours la même chose, c'est toujours sympa. La semaine dernière, il y en a qui m'ont dit, ouais, tu as mis trop de nouveaux titres la semaine dernière. C'est vrai que, bon, alors, il y en a qui me disent, on veut des nouveaux titres, il y en a qui me disent, on veut le suivi. Bon voilà, j'essaie de faire un peu les deux les amis. Encore une fois, on a qu'une heure et encore une heure bien dépassée. Donc j'aimerais hein, moi passer toute la côte, hein, vous le savez. Je ferai un live, vous inquiétez pas, je ferai un live public. On en fait beaucoup en privé sur MTT, mais j'en ferai un public où vous pourrez venir me demander vos valeurs. Hein, donc vous inquiétez pas par rapport à ça. Dès que ce sera possible. Au niveau de FDJ, donc pour les investisseurs, on l'avait dit, la zone des 28,5. Voilà, pour les traders, bon, il y avait, nous on a pris une petite position là, bon voilà, en mode swing, mais globalement, il n'y a plus grand chose à faire. On va arriver sur une zone quand même ultra importante. Alors je vais vous la mettre en hebdo. Ouais. Voilà, la zone ici des 32,5 risque d'être une zone où les vendeurs pourraient éventuellement apparaître, donc ce sera intéressant effectivement de regarder si éventuellement ça tient. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur FDJ, notamment sur la partie swing. Biomérieux, alors là par contre la config s'améliore. Enfin, on est revenu, hein, je vous la mets en... Alors c'est vrai qu'en hebdo bizarrement elle est moins parlante. Qu'en journalier. Alors elle est erratique, hein, et elle a toujours été comme ça, Biomérieux. Mais voilà, on est, vous le voyez, hop, sur des belles... voilà, il y a eu bon, suite aux événements, hein, il y a eu effectivement une grosse mèche. Mais là, voilà, on revient dans la zone de breakout. Donc, éventuellement, au-dessus des 120,2, il y aura peut-être quelque chose à tenter pour aller rejoindre ici les 129. Bon, voilà, l'invalidation, et les dates de publication, bien sûr, vous faites attention. Mais voilà, les invalidations, on peut jouer ces invalidations-là. Le seul truc, par contre, c'est que, en général, sur Biomérieux, il faut avoir des petites tailles de position et éventuellement stopper en clôture. C'est-à-dire attendre la clôture du soir ou éventuellement le lendemain matin pour sortir parce que voilà, vous pouvez vous faire assassiner par des mèches, vous voyez, ce genre de mèches-là.
Bon là, quand vous mettez des stops physiques, hein, voilà, c'est rude. Hein. Donc moins 8 et derrière vous finissez la journée à moins 1. Donc derrière vous êtes sorti un petit peu pourri. Donc ou là par exemple, hein, regardez, hein, ces mèches, là c'est quand même assez violent. Donc voilà, ça fait moins 10 et puis finalement la journée elle est finie à moins 4. Donc si vous avez mis un stop, vous êtes amusé à mettre un stop un peu large, vous avez mis un stop là, ben vous êtes content, vous êtes sorti pratiquement au plus bas pour rien quoi. Et puis derrière Biomérieux avec votre stop, elle a repris de 12% quoi. Donc voilà, là aussi c'est important de bien comprendre que n'hésitez pas à regarder le passé du graphique, le passé technique hein, d'une société pour comprendre comment elle évolue techniquement. C'est-à-dire est-ce qu'elle est erratique, est-ce qu'elle a tendance à faire des mèches ou pas, est-ce qu'elle a tendance à faire des congestions, est-ce qu'elle a tendance à prendre de belles directions. Et là, lorsqu'on étudie Biomérieux, bon, voilà, on voit que c'est quand même, moi c'est une action que j'adore, hein, mais on voit que elle peut être erratique, on voit qu'elle peut faire des mèches, on voit que, donc ça, après, ça veut pas dire qu'on peut pas la trader, mais ça veut dire qu'on doit adapter notre manière d'investir, c'est hyper important. Et c'est souvent un défaut que les néo-traders et les néo-investisseurs ont, c'est qu'ils veulent appliquer une méthode stricte et exacte à tous les actifs et à toutes les actions, etc. Donc la réalité, si je suis totalement honnête, c'est que il y a toujours un petit peu d'adaptation à faire et il faut être un petit peu agile, il faut avoir la capacité, je pense aussi, et l'humilité. Et l'humilité, ça c'est bon, ça c'est le maître mot en bourse, hein, comme dans la vie de manière générale, mais l'humilité de dire bon ben effectivement là peut-être que ma méthode, il va falloir que je la modifie un peu si je veux m'adapter à ça. Peut-être qu'elle n'est pas très bien adaptée à ce type de configuration là. Ok, donc voilà pour ça. Carrefour, donc il y a encore une fois de l'amélioration au niveau de Carrefour. Donc ça y est, la fameuse congestion dont on avait parlé est en train de breaker. Et là on avait la grande figure, on a la petite figure, hein, donc qui est en train effectivement de se former. Donc petite figure à observer de très très près. Si éventuellement on arrive à repasser au-dessus, le stop. Je vais nettoyer tout ça. Le tac. Voilà, le stop d'invalidation, ouais, alors break là, on peut même éventuellement faire pyramider la position, c'est-à-dire mettre deux achats successifs hein, pour avoir grosso modo un prix un tout petit peu moins cher, pas beaucoup, ouais, il n'y a même pas 1% hein, d'écart, parce que c'est pas très volatile Carrefour, mais voilà, c'est pas mal, et après les objectifs, bah, revenir dans la zone en rouge, ça peut être vraiment également pas mal. Air France qui est en grande difficulté, mais qui a une configuration pour du rebond technique. Ah ben elle est en train un petit peu de breaker, c'est dommage. Enfin c'est dommage, il y a le temps encore, hein, mais voilà, on est alors attention, tendance très très baissière, on est sur les plus bas historiques, là attention, hein, c'est pas de l'investissement, hein, moi vous savez ce que je pense d'Air France. Donc voilà, mais effectivement, voilà, là il y avait également, donc c'est en cours, hein, il faudra surveiller. Il y a effectivement pour les traders, voilà, les traders purs, agressifs, etc. Il y a éventuellement une config pour aller tenter de jouer du rebond technique, voilà, et après, bah, vous allez viser des zones de retracement. Hein. Vous allez viser des petites zones de retracement, donc vous pouvez avoir effectivement cette zone-là qui peut être pas mal, vous pouvez avoir cette zone-là qui peut être pas mal, et enfin les plus hauts récents ici. Donc en termes de ratio gain-risque, c'est du trading pur, hein, mais en termes de ratio gain-risque, c'est plutôt pas mal. ESSO, donc ESSO qui à ce stade tient toujours. Donc on est toujours nous sur le trade que vous avez proposé. Hein, c'est un trade MTT, donc toujours sur le trade proposé. Donc pour le moment ça tient. Je vous avais dessiné cette zone de résistance. Nous y sommes. Bon, le trade par ailleurs est protégé, mais il va falloir effectivement repasser au-dessus des 146 pour pouvoir valider véritablement des objectifs supplémentaires, hein, et notamment ceux de revenir ici dans la zone entre 166 et 169. Basic Fit, donc là aussi par rapport au challenge, ça fait écho. Donc Basic Fit, ça fait un petit moment que je vous en parle de ce biseau descendant. Biseau descendant, triangle descendant, peu importe, on s'en fout, comment vous voulez l'appeler. Mais en tout cas, on est en train de breaker, on a breaké, on fait le pullback, on est en train de relancer. On va forcément arriver dans une zone de résistance qui est là, mais c'est plutôt pas mal. Donc à suivre de près, Basic Fit, je trouve que c'est plutôt intéressant. Carbios, nous on en a un petit peu également en
portefeuille. Donc on a joué, bon c'est très baissier, là aussi c'est de l'achat de contre-tendance, hein, voilà, achat de contre-tendance pur. Donc là aussi, bon, toujours la même chose, hein, réduction de volatilité. Vous aviez un double inside bar, vous connaissez bien cette stratégie. Donc vous avez une bougie qui est à l'intérieur de la précédente, qui elle-même est à l'intérieur de la précédente, plus également réduction de volatilité. On le voit, c'est très clair, toujours, vous connaissez par cœur, de toute façon, hein, c'est ceux qui sont là depuis longtemps, c'est des méthodes qu'on applique. Donc, et que vous appliquez vous-même pour la plupart maintenant, mais vous voyez très bien que ça fonctionne pas toujours, bien sûr, je dirais même que c'est inférieur à 50% le taux de réussite, mais par contre, on le voit là encore, vous avez des ratios gagnants qui sont exceptionnels, donc c'est un trade qui est protégé, et maintenant on va voir, en espérant que on dessine une nouvelle réduction de la volatilité sans taper notre stop, et éventuellement qu'on décide de poursuivre le rebond, parce que ce n'est que du rebond. Cardio, c'est une tendance méga baissière, et c'est une action, voilà, qui malgré tout est méga baissière. Et il s'est passé le phénomène que je vous explique très régulièrement, c'est que souvent, quand on casse le plus bas historique, derrière, vous pouvez jouer des rebonds. C'est pour ça qu'on est rentré. Au même titre que quand on casse les plus hauts historiques, souvent derrière, vous avez une prise de bénéfice importante et vous repartez dans l'autre sens. Là où en général, on vous explique tout le contraire dans la plupart des livres. Lotus, Bakri, donc vous connaissez hein, bien sûr Lotus. Nous, on a également une position sur Lotus. Pourquoi? Parce que bas de canal. Donc voilà, bas de canal. Il y avait voilà, là aussi belle réduction de volatilité, voilà, donc derrière des petites bougies, tout ça, donc on a pris la cassure. Bon voilà, pour le moment ça a du mal à décoller quand même, mais nous y sommes toujours, on est en train de tenter le break ici, tant qu'on reste au-dessus des 8420 grosso modo, c'est plutôt assez intéressant, il y a du potentiel malgré tout, je vise pas forcément des nouveaux sommets là-dessus, parce que je trouve que c'est une action qui coûte quand même très cher, très très bien valorisée, donc plutôt voilà, jouer du rebond technique pour revenir éventuellement aux alentours des 9003, ou éventuellement accompagner le plus longtemps possible. Voilà, je pense que on verra à la clôture ce soir, mais je pense que c'est un trade qu'on va passer à break-even, et après, on essaiera de remonter le stop petit à petit pour voir. Capgemini, donc le point bas, enfin le point bas court terme, hein, effectivement, on l'avait, cette zone ici des 110 euros, donc regardez derrière, hein, 110 euros, on a fait le plus bas à 109,8, regardez derrière le rebond, hein, spectaculaire. Donc voilà, c'est pareil, rebond de 30%. Alors, voilà, c'est ce que je disais un peu, et j'y reviendrai quand on parlera de Nvidia. Il y a beaucoup de gens qui me disent, voilà, qu'est-ce qu'on fait, voilà, sur ce genre de configuration, je voulais investir long terme sur Capgemini, j'ai eu le point bas ou presque, j'ai fait un rebond de 30% en 2 semaines, 3 semaines, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a pas de bonne réponse déjà, les amis, hein, je suis désolé, je vais avoir l'humilité de le reconnaître, il n'y a pas de bonne réponse, il faut faire une étude de profil, c'est-à-dire que la réponse sera différente si vous êtes exposé par exemple à 90% sur votre portefeuille long terme que si vous êtes exposé à 10%. Si Capgemini représente 1% de votre portefeuille et que votre portefeuille il est exposé en ce moment à 10%, peut-être que vous allez avoir plus tendance à garder que si Capgemini représente 10% de votre portefeuille long terme et que si votre portefeuille long terme est investi à 95%. Et là, dans ce cas-là, je vais vous dire, bon, c'est quand même dommage de ne pas reprendre un petit peu de cash après une telle progression. Vous voyez? Donc, il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse. Tout dépend de votre exposition, tout dépend de votre profil, tout dépend du cash que vous avez ou de votre exposition globale, voilà, sur le portefeuille, tout simplement. Ok. Voilà donc pour Capgemini, Edenred donc qui a rebondi qui a rebondi encore, hein, malgré les très mauvaises nouvelles, mais qui tient encore. Je vais vous la mettre en mensuel, voilà, qui est toujours sur sa grosse zone. Voilà, alors elle la travaille, hein, donc c'est les plus, voilà, on voyait les plus hauts ici, 26,70 €, on est à 27,35 €, donc les plus hauts ici de 2013, 2015, la zone de friction ici en 2018, bon là les plus bas ils étaient un petit peu plus hauts, aux alentours des 29, les plus bas ici, donc voilà, donc on travaille tout ça. Pour les investisseurs qui veulent acheter du Edenred, bon, voilà, la zone, on est toujours dedans. Vous avez une deuxième qui est ici aux alentours, sous les 15, entre 15 et 12. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de sujet. Maintenant, pour les traders, bon, après, vous investissez comme vous voulez, 50-50, 30-70, ça c'est à vous de voir, évidemment. Et évidemment, bien entendu, c'est à vous de bien le pondérer, dans
dans votre portefeuille et le risque associé également à bien pondérer dans votre portefeuille. Pour autant, maintenant, et sur la partie trading, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, voilà. Peut-être qu'on dessine là aussi une grosse structure, donc ça peut durer là encore, hein, ça peut durer pendant des semaines, voire des mois. Je ne sais pas ce que le marché va vouloir faire. Voilà, on peut s'amuser à tracer 2 points hauts, 2 points bas et essayer de dire bon ben potentiellement on construit, mais à ce stade, je n'en sais pas plus que vous. Donc swing trading, pour moi, il n'y a rien à faire. Investisseurs, si vous êtes intéressé, que vous voulez mettre une petite bille sur Edenred dans cette zone-là, pourquoi pas. Voilà, grosso modo, pour moi, sur Edenred. Reworld, donc on avait proposé un signal d'achat au-dessus des 1,50, hein, grosso modo, donc voilà, c'est pas mal. Donc on a fait le premier push. Ceux qui n'ont pas pris, hein, ça s'observe. Ça s'observe, on est venu bloquer sous la M200, et donc là on est dans la construction, les volumes sont là aussi, comme c'était précédemment, donc là je le duplique, sont également en forte diminution. Ça s'observe. Voilà, j'aurais presque pu le mettre dans le titre à suivre, mais comme on l'avait déjà donné dans le titre à suivre, ça devait être dans la vidéo de mi-avril. Voilà, je n'ai pas voulu le redonner. Il y aura un autre titre que j'ai oublié. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Mais voilà, il faut observer Reward. Ça peut, si les marchés tiennent, ça peut repartir. ADP, bah là c'est pareil. Hein, on avait proposé la zone de long terme. C'est exceptionnel, hein. Regardez, encore une fois, ça faisait des mois qu'on l'attendait, ce support oblique, des mois et des mois, je vais le mettre en mensuel, voilà, des mois et des mois et des mois et des mois qu'on l'attendait quasiment au point bas, et derrière, voilà, sur ADP, vous avez un rebond de 25%, c'est colossal, 25% en un mois, donc voilà, c'est colossal. Donc c'est pour ça aussi que l'investisseur long terme, il a tout intérêt, encore une fois, à faire de l'analyse technique. Pas du trading, de l'analyse technique, parce que là, l'analyse technique, elle vous permet d'avoir un timing exceptionnel. Et celles et ceux qui m'expliquent que l'analyse technique n'a pas la capacité de prévenir l'avenir, ils ont raison. Par contre, ce qui m'explique que ça n'a aucun sens pour faire du timing, ils ont tort. Et encore une fois, vous l'avez vu avec du Capgemini, vous l'avez vu à pleine valeur. Pas toutes, on est d'accord. Mais avec pleine valeur, ça a du sens de faire de l'analyse technique. Jumelé avec l'analyse fondamentale. Là encore, vous arrivez sur une zone technique de long terme qui est intéressante, vous avez une valorisation sur la valeur qui est intéressante, sur une valeur également de qualité fondamentalement, tout ça fait que, jumelé, vous obtenez des rendements qui sont hyper intéressants, également pour des profils long terme. Voilà. Et il n'y a pas besoin, encore une fois, de faire des millions de formations en analyse technique pour pouvoir avoir le minimum et tracer un graphique à peu près correct, qui a à peu près du sens pour pouvoir investir sur le long terme. Et Quasens, donc il continue de baisser. Alors nous, on a une petite position en swing. Alors ce qui me gêne, c'est que là, pour le moment, on fait le pullback. Donc voilà, la zone de long terme, elle est là, voilà, la zone que j'attends. Donc pour moi, ce que je joue, vous allez voir en mode trading, hein, avec le salon, mais ce que je joue, c'est un rebond éventuellement pour même revenir éventuellement là, si ça tient. Voilà, mais je me demande si elle va pas derrière réattaquer. Donc il faut rester quand même vigilant. Nous, voilà, on a pris ici la cassure. Pour le moment, la position est protégée, voilà. Mais bon, ça reste que du trading. On est déjà sur un objectif, donc je suis pas convaincu. Voilà, on verra, hein, si j'ai une bonne surprise, mais si on a une bonne surprise, mais je suis pas convaincu, encore une fois, qu'on aura forcément voilà, que ça va continuer à monter en ligne droite. Nous verrons. Sécher, alors voilà, ça fait partie. Voilà, je vous montre tout, hein, comme d'habitude. Je vous montre tout. Ça fait partie des déceptions, pas des déceptions, des petites frustrations qu'on peut avoir, mais en vieillissant. Encore une fois, au niveau des frustrations, on commence à s'y faire, et puis bon, je vis avec ma femme depuis 12 ans, donc forcément les frustrations, je connais. Pour autant, voilà, nous, on est rentré ici à la cassure, voilà, avec l'inside bar, et derrière, en fait, on est sorti avec le salon 4 jours après. Bon, j'espérais en fait une spéculation avant les résultats, et en fait elle a eu lieu après les résultats. Donc on est sorti en gain, hein, 3,15%, mais c'est sûr que il y a de quoi avoir des regrets, parce qu'on est à plus 20 aujourd'hui par rapport à la position qui a été prise au départ. Bon voilà, ça fait partie du jeu, hein. Il faut accepter les règles. Vous pouvez pas fixer des règles du jeu et en même temps ne jamais les respecter, parce que sinon vous vous plantez régulièrement. Donc voilà. Bravo à celles et ceux qui en ont. Voilà, c'est une petite frustration, mais c'est pas non plus. Voilà, j'arrive à dormir encore. Hein.
Donc ça va, à peu près. Même si je dors pas beaucoup. Bon duel. Alors, ça fait un moment hein, qu'on la regarde, hein, Bon duel. C'était le titre à suivre, etc. Et ça y est, les amis, elle est en train de donner les signaux. Ça fait un moment qu'on la surveille. Souvenez-vous, le biseau descendant, j'ai dit, souvenez-vous là, j'ai dit la cassure, le pullback. Regardez comme c'est propre. Il y a tout. Reprenez les vidéos précédentes. Tout a été décortiqué. Donc, la cassure, le biseau descendant, la cassure, le pullback. Et on fait la correction et là, on break. Donc, hyper intéressant. On a pour moi quand même quelque chose qui est en train de se passer sur Bon duel. Donc, à suivre de très très près. Et là, effectivement, si vous avez une petite congestion qui se met en place, achat pour jouer une continuité de la hausse. Dossier méga spéculatif. Donc voilà, on en a nous aussi un petit peu, enfin on a proposé un achat sur le salon parce que il y avait la cassure du biseau descendant et ici une réduction de volatilité. Maintenant, attention, c'est un dossier très risqué. Voilà, pas forcément du tout convaincu. On est venu voilà chercher les plus bas ici. Bon, voilà, c'est vraiment à titre très spéculatif. Maintenant, il se passe quelque chose. Voilà, je suis obligé de le dire. Oui, il se passe quelque chose. Oui, effectivement, on est en train potentiellement de construire, mais encore une fois, il va falloir construire. Il va falloir créer une réduction de volatilité et éventuellement attaquer une nouvelle tendance. Vous commencez à repasser sous la zone des 3,20€, 3,25€. Tout est à refaire. Et là, il faudra parier qu'on ira chercher des nouveaux plus bas. Ok, on passe aux US. Alors c'est vrai que quelqu'un m'a dit pour troisième compagnie, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on en avait parlé de troisième compagnie. Troisième compagnie, voilà, on en avait parlé. Donc il y avait deux zones à l'époque, hein, souvenez-vous, que vous avez proposé. Il y avait la zone effectivement entre les 65 et les 70. On a fait le plus bas à 71. Et puis il y avait la zone de 85 à 90. Donc ceux qui ont pris effectivement comment dirais-je, les différentes zones, effectivement, ils ont, je dois avoir un prudent par là, donc là, actuellement, ils sont à plus 70%, quand même super satisfaisant. Maintenant, troisième, moi, c'est un peu la même chose, si vous voulez, je pense que, voilà, je pense qu'on est sur, voilà, sur quelque chose qui va prendre du temps. Donc, voilà. Quand vous êtes sur un an et demi sur une performance de plus de 70%, je pense qu'il faut au moins prendre une partie des bénéfices parce que vous risquez de voilà, avoir quelque chose qui certes à long terme repartira à la hausse, mais qui peut encore une fois mettre du temps en termes de construction. Okay, Microsoft, donc bon, résultat effectivement canon, acheté. Bon voilà, moi ça fait partie aussi des valeurs où il y avait des ordres qui étaient prévus et à quelques dollars près, on les a pas eu. Maintenant, je pense là aussi, encore une fois, que ça, comme sur la majorité des big caps, voilà, vous avez probablement un scénario qui est en train tout juste de se mettre en place, d'accord, et qui va durer pendant un moment. Voilà. Je peux me tromper, peut-être qu'effectivement, on va avoir le mec, et on va avoir l'exponentiel derrière, mais c'est pas mon scénario privilégié. Encore une fois, ça répond aussi à la question de base. Hein. Faut-il fuir les US? Et la réponse c'est non, mais par contre, il faut aller chercher quand il y a des grosses opportunités et donc en mode, voilà, en mode exigence maximale sur la valorisation et sur les zones techniques. Voilà. Parce que voilà, vous avez des périodes où, encore une fois, il va y avoir beaucoup de stabilisation. Digital Turbine qui s'améliore. Alors c'est une config à suivre. Hein. Digital Turbine, elle est là. Voilà, config à suivre, vous voyez, on le voit. Voilà, il y a une belle stabilisation à suivre de très très près. Belle stabilisation. Alors, on en avait parlé mode trading, souvenez-vous, à la cassure ici. On avait fixé deux objectifs, elle les avait explosés. Puisque derrière, c'était 265%. Donc voilà, maintenant on est dans la phase de digestion de cette exponentielle. Et on est voilà, sur quelque chose, j'efface tout ça, on est sur quelque chose qui, pour moi, peut aboutir sur quelque chose d'intéressant. Et on peut avoir une espèce d'épaule, tête à épaule inversée avant éventuellement une construction, une cassure. Donc à suivre de très près, c'est beaucoup trop tôt encore, bien entendu, mais pour autant, je pense que ça se met en watchlist quoi, pour les prochaines semaines, les prochains mois. Baba, je vous fais le suivi, hein, pour le moment tout va bien. Donc on a acheté sous les 100, donc 95.
96, voilà, sous les 100, c'était hyper intéressant. Maintenant, voilà, on fait du rebond technique. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que la congestion est canon. Hein. Ce qui m'intéresse, voilà, ce qui me pousse à croire qu'on peut aller chercher les plus hauts récents, c'est-à-dire les 144, c'est qu'on construit très très bien là. Donc la réduction de volatilité, elle est assez intéressante. Donc je vise un retour éventuellement. Voilà, vous avez une zone de gap ici, donc c'est un petit peu ce que je vise. Et après, je sais pas. Et après, je sais pas si il y aura une vente minima partielle ou pas. Je pense que oui, quand même. Mais bon, on verra le contexte de marché, on verra plein de choses. Voilà. Walmart. Alors, c'est ouais. Bon, on va se mettre en mensuel. Bon, je suis pas persuadé. Ouais, je suis pas persuadé que. Ouais, je suis pas persuadé que ce soit un point pour investir. Ouais, il doit y avoir un canal, je pense qu'il doit y avoir un canal assez propre, comme ça, de vue. Ouais, voilà. Bon, il y a un canal assez propre. Hein. Donc là aussi, je pense que là, on attaque, encore une fois. Voilà, on attaque une période, voilà, minima comme ça. Donc ça peut prendre du temps. Donc là, au moment où je vous parle, aux alentours des 98, pas persuadé en effet que ce soit une grosse opportunité d'achat. Et en journalier, ouais, pareil. Bon, là, il y a, oui, là, il y avait une petite, pour le momentum, il y avait une petite cassure à jouer, là, au-dessus des 96, pour aller chercher, pourquoi pas, la zone de gap ici, voire des plus hauts. Voilà. Mais pas plus que ça, quoi, finalement. Cisco. Cisco, à ne pas confondre, les amis, surtout pas, hein, ne pas confondre avec Nvidia, hein, qui viendra après. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui confondent apparemment Cisco et Nvidia, deux actions quand même différentes. Hein. Donc voilà, nous on l'attendait sur repli, donc plutôt à proximité, voilà, du support oblique. Elle repart, c'est vrai, mais bon, pour moi, là aussi, encore une fois, hein, comme beaucoup d'actions, je pense que nous sommes effectivement là, on peut être, en tout cas, au début, voilà, stabilisation, cassure, stabilisation, voilà. Et on peut éventuellement ensuite attaquer une tendance haussière. Et ça fait que globalement, ensuite, vous avez la correction. Donc vous avez pour ceux qui font un peu de wave, etc., vous avez le A, vous avez le B, vous avez le C. Donc voilà, grosso modo, c'est ma lecture. Maintenant, on peut très bien tout casser par le haut et aller rechercher de nouveaux sommets. Par contre, si on va chercher de nouveaux sommets, faites attention. Hein. Chaque nouveau plus haut, vous avez vu, hein, derrière, vous avez eu de la vente. Hein. Donc faites attention, si éventuellement vous avez du Cisco, à chaque nouveau plus haut récent, vous pouvez risquer un retournement. Et donc on en vient à la vraie Nvidia, hein, la vraie Nvidia, donc qui est ici. Donc vous savez, Nvidia, je veux pas, voilà, on l'a dit, on a acheté ici sur les plus bas. Alors voilà, je vous avoue que moi aussi sur Nvidia, je suis en réflexion. Voilà, je vous dis la vérité, hein, je suis en réflexion parce que pour moi aussi, nous sommes sur une phase de stabilisation. Allez, je nettoie un peu tout ça. Et que je me dis, bon voilà, là-dessus, c'est un gain de plus de 30%. Je la vois pas forcément avoir la capacité là aussi d'aller sur des plus hauts. Donc très franchement, je pense que je vais vendre une bonne partie. C'est même quasiment sûr. Je pense que je vais vendre une partie de mon investissement ici. Voilà, parce que je pense que, encore une fois, on est sur un graphique qui va zigzaguer. Donc peut-être que je vais prendre une partie de mes bénéfices. Garder un reliquat, on ne sait jamais. Et me remettre un peu cash sur cette position. Voilà. Je la vois pas, je me trompais, hein, mais je la vois. Je pense que ça va être compliqué quand même de revenir chercher des plus hauts historiques à 154. Donc effectivement, il y a un beau rebond qui a été fait, voilà, plus de 30%, mais pour autant, je trouve que c'est déjà pas mal. Voilà. Voilà, maintenant, encore une fois, je pense que je garderai un reliquat parce que si effectivement, finalement, il y a des événements qui font qu'elle va chercher des nouveaux plus historiques, bah, je serai content aussi parce qu'il me restera une ligne, quoi. Voilà, grosso modo. Le titre à suivre. Alors, le titre à suivre, c'est Quadian. Bon, alors attention, un titre à suivre, c'est pas dans l'immédiat. Hein. Là, il faut vraiment prendre son temps. Parce que pour moi, voilà, on est sur c'est canon, hein. Enfin, c'est canon. C'est plutôt pas mal. On avait très belle hausse, grosse consolidation de congestion. On a brisé le biseau descendant. Ici, on fait la phase de stabilisation. Donc ça s'observe. C'est plutôt pour les mois à venir en réalité hein, que je vous dis ça. Éventuellement, vous aurez un signal au-dessus des 20 € pour éventuellement jouer ce scénario-là, c'est-à-dire une cassure, éventuellement la congestion, éventuellement un nouveau départ. Ok. Donc là aussi, comme je vous le dis souvent, une fois qu'on casse les plus bas historiques, ben, souvent on fait du robot. Mais en tout cas, la période de stabilisation est intéressante. Et si on le regarde en hebdo,
aussi, on avait une moyenne mobile, vous voyez, à 200 semaines qui baissait. Et là, qui à partir depuis 1 an et demi, grosso modo, est plutôt stable. Donc on est sur la phase numéro 2, c'est pas les phases de West End, mais grosso modo, on a les premières phases de baisse, deuxième phase de stabilisation, et on espère la troisième fois de relance éventuellement à la hausse. Donc voilà pour le titre à suivre, et puis bien sûr le screener Trend Following qui est ici. Donc le screener Trend Following qui est là. Donc si vous avez des configurations et que vous voulez plutôt trader du momentum, eh bien voici un certain nombre de titres dans lequel une liste dans laquelle vous pouvez éventuellement trouver des configurations intéressantes. Je rappelle que ce screener, il est disponible et ouvert pour ceux qui veulent voir le détail de quoi est composé ce screener. Vous l'avez dans l'espace membre sur le site du podcast de la bourse.fr. Je rappelle que c'est gratuit l'espace membre, hein. Il n'y a pas de il n'y a pas de forfait, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien, c'est juste une formation continue dans laquelle je mets à la fois des screeners, des articles, des vidéos, etc. De temps en temps, hein. D'ailleurs, je vais essayer de l'animer encore plus à partir de une fois que les tests aura passé. Il y a une vidéo là qui va sortir sur, c'était sur quoi? Ah oui, c'est comment investir sur l'Asie avec des ETF. Donc voilà, avec notamment les 2 ETF là qu'on avait présentés. Donc voilà, en gros, c'est un espace qui permet aux personnes qui débutent, qui veulent avoir quelques bases et qui n'ont pas forcément les moyens de se former, parce que ça peut coûter éventuellement de l'argent. Eh bien, effectivement, ils vont sur le site, ils s'inscrivent. Et puis, il y a différentes catégories. Il y a bourse, il y a gestion privée, il y a crypto également, il y a immobilier. Donc, vous pouvez vous former sur ces 4 sujets de manière assez simple et de manière surtout, comment dirais-je, seul, quoi. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être accompagné par quelqu'un. Ok, en autodidacte, si je puis dire. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je vous souhaite évidemment un très bon week-end. Donc, pour rappel, mercredi, vous aurez la vidéo sur l'immobilier. Regardez-la parce qu'elle est super, vous allez vous régaler. C'était vraiment super intéressant. Mais je vous le rappellerai, je vous mettrai le lien sur les réseaux, il n'y a pas de problème. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et tenez bon, hein, pour ceux qui s'inscrivent au challenge. On va le faire, ça va pas être facile, hein, je vous avoue. Ça va pas être facile, mais on va s'accrocher. Gros bisous à tous, bon week-end, ciao.